Quelle est votre bande originale de film préférée? L'attaque des clones. Le cinéaste à qui vous êtes prêt à tout pardonner? Lucas. Salut à tous, nous sommes le 7 mars 2006, en plein milieu de la diffusion de la 3e saison de Kaamelott, et l'épisode Stargate 2 vient créer un pont plus évident que jamais entre la saga de Alexandre Astier et la saga la plus connue de l'histoire du cinéma, Star Wars. Mais c'est parce que, au-delà des évidences de cet épisode, Star Wars et Kaamelott multiplient les passerelles entre leurs univers, que je suis allé à la rencontre d'auteurs, de journalistes et d'artistes pour revenir au mieux sur des aspects méconnus de ces deux sagas et les liens qui les unissent. L'épisode commence alors que Arthur explique à Perceval et Caradoc le principe du portail dimensionnel qu'ils viennent de découvrir. Perceval se décide alors à le franchir et arrivé de l'autre côté, il explique qu'il se retrouve dans une petite maison en terre en plein milieu d'un désert surplombé par 2 soleils. Aidé par Arthur, Perceval revient, non sans ramener un petit souvenir au roi. Arthur ne sait vraiment pas quoi faire de l'objet, mais lorsque la reine Guenièvre découvre qu'il s'agit d'une épée laser, le roi demande à Perceval de ramener l'objet. C'est un peu genre Excalibur, vous voyez ? Moi, ça me gonflerait drôlement qu'un mec passe par une porte dimensionnelle pour venir piquer Excalibur. Lorsque le 25 mai 1977 Star Wars sort aux États-Unis, de nombreux journalistes et critiques font immédiatement le lien entre le film de George Lucas et le mythe arthurien. L'épée de Luke, elle est tellement sacralisée dans le premier Star Wars, dans Un Nouvel Espoir, que le parallèle avec Excalibur, qui est une épée magique, et une épée de lumière, le parallèle est évident. Et ensuite, parler de chevalier Jedi, tu fais le parallèle avec Chevalier de la Table Ronde, et ensuite tu recommences à recomposer les morceaux. Ou encore, effectivement, on peut trouver des similitudes dans le personnage de Lancelot et de Han Solo. Obi-Wan, en fait, alors il y a Yoda, bien sûr, mais Obi-Wan, c'est vraiment le parallèle, le vrai parallèle avec Merlin. Effectivement, c'est le vieux sage, il a été guerrier également avant, donc c'est le sage, le magicien. Et donc, en fait, c'est lui qui, c'est le mentor, en fait, quelque part de Luke. Il l'aide, en fait, à découvrir son pouvoir et lui passe aussi le sabre laser de son père. Alors, bien sûr, Star Wars étant un composite de plein d'autres mythes et de choses inventées, il n'y a pas que ça, mais il y a des points communs, des similitudes qui font que inconsciemment ou consciemment, tu fais des connexions. Et le fait est que ces emprunts sont parfaitement conscients de la part de George Lucas, qui, au-delà du mythe arthurien, s'est avant tout inspiré du Héros aux 1000 visages, un livre écrit par Joseph Campbell en 1949, et où l'auteur exposait sa théorie du monomythe. Le monomythe, c'est l'étude comparée des mythes à travers les civilisations et à travers l'histoire, et c'est la théorie qui stipule que toutes les histoires, tous les récits de fiction ont un ou des points communs. Et que ces points communs, c'est pas forcément des influences entre elles, mais qu'elles renvoient à des choses primales chez l'humain et chez son besoin de raconter des choses. Alors, il y a tout un ensemble de règles, en fait, hein. Donc effectivement, il y a tout un livre là-dessus, donc je pense qu'on passerait pas mal de temps à les énumérer. Mais la plus connue, en fait, la règle la plus connue, c'est le schéma, en fait, en lui-même, qui est le parcours du héros. Donc voilà, effectivement, on a le héros chez lui, au départ. Il est chez lui dans son propre monde. Et puis, il y a un événement déclencheur qui fait qu'en fait, il va partir à l'aventure, il va quitter le monde, la zone de confort dans laquelle il est, et il va arriver dans un monde il va devoir évoluer dans un monde qui est totalement inconnu, donc dans des nouveaux mondes. Et puis il va devoir franchir les obstacles en trouvant des méthodes et des moyens qu'il connaissait pas ou qu'il n'avait pas imaginé. Je mérite pas d'être chef de guerre. Je mérite pas d'être centurion. Je mérite même pas de faire son boulot à celle-ci qui passe ses journées à vous torcher le cul. Et puis jusqu'à effectivement accomplir le but final. Et lorsque c'est fait, du coup il revient dans son monde pour prêcher la bonne parole et raconter ce qu'il a fait. Donc grosso modo, ce schéma-là. Après, on retrouve effectivement tout ce qu'on disait tout à l'heure. Le talisman, le mage, etc. Enfin, on retrouve tous ces la passation de pouvoir, la lutte contre le bien et le mal, le labyrinthe. Et qui a énormément influencé George Lucas parce qu'il avait ce bouquin à la main quand il a écrit Star Wars. Et il a respecté à la lettre ces étapes-là. Au point que maintenant, quand on étudie Joseph Campbell, on se sert de Star Wars pour illustrer les étapes de Campbell parce que c'est l'illustration parfaite de sa théorie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on retrouve dans Matrix, qu'on retrouve dans Avatar, et on le retrouve dans le cycle arthurien, et forcément chez Astier, et encore plus dans Kaamelott.
Et alors on le retrouve dans Kaamelott, mais de façon vraiment dévoyer. Alexandre Astier est un immense fan de l'œuvre de George Lucas, et lorsqu'en 2004 il se lance dans Kaamelott, c'est très vite qu'il retourne la politesse à l'univers de Star Wars. La manière dont il a amené Star Wars dans Kaamelott, je pense que ça a surpris beaucoup de gens de voir du Star Wars dans Kaamelott, mais c'est pas seulement, un clin d'œil. Les dynamiques entre les personnages, elles se retrouvent. C'est le Anakin, Padmé, Lancelot et Guenièvre, il y a des liens. Lancelot, Méléagant, Anakin, Palpatine. Et même dans les personnages à côté, C3PO et R2D2, c'est Perceval et Caradoc, évidemment. Mais même si, comme George Lucas, Alexandre Astier connaît parfaitement les travaux de Joseph Campbell sur le monomythe, sa narration va légèrement s'en écarter pour suivre une autre voie. Pourquoi Astier n'a pas forcément adapté Campbell à la lettre? Parce que, alors ça date des années 2000. Dans les années 2000, il a fait un séminaire à Londres en suivant le séminaire d'un type qui s'appelle Vogler. Vogler qui est le plus gros spécialiste de Joseph Campbell encore vivant, en gros, qui a écrit des bouquins dessus et qui est engagé par les studios hollywoodiens régulièrement pour retoucher les scénarios pour qu'ils suivent les écrits de Campbell. C'est-à-dire que par exemple c'est Vogler qui a retouché le Roi Lion pour faire passer du Roi Lion d'une simple comédie avec des animaux à la Livre de la Jungle, un récit vraiment campbellien. En gros, Astier était à une période de sa vie où il était un peu en plein doute et il avait pas énormément d'argent à ce moment-là. Et du coup, il avait entendu parler de cette masterclass et de Vogler qui se faisait à Londres, je crois. Et donc, il a emprunté de l'argent pour pouvoir se rendre à cette masterclass. Astier est allé voir Vogler. Il a suivi son séminaire, c'est un truc qui dure quelques jours. Et Vogler lui a dit que c'était une base, mais que c'était pas une règle. Et ça lui a retourné la tête, parce qu'à l'époque, il était déjà auteur, plus dans le théâtre. Donc ça lui a un peu retourné le crâne. Il a eu une vraie révélation, mais il a eu beaucoup de mal à le digérer, et je crois qu'il a dit qu'il n'avait pas dormi pendant plusieurs jours, que ça le hantait. Au final, il a réussi quand même à absorber, à digérer le truc. Il en a créé sa propre méthode, parce que Vogler, c'est une méthode qu'il met en place, et Astier, lui, a pondu sa propre méthode. Et de cette méthode a découlé Kaamelott. Et je trouve ça incroyable. Alors ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont suivi Vogler, qui ont fait la masterclass, peuvent écrire une œuvre comme Kaamelott. Alors je pense qu'il faut avoir le génie d'Astier derrière. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Kaamelott ne pouvait pas, de toute façon, ne pouvait pas suivre le cycle du héros, parce que Kaamelott, la série, je parle de la série Kaamelott, pas des films, c'est pas une histoire complète. C'est un bout de l'histoire d'Arthur. Et ça correspond à un passage précis des écrits de Campbell, c'est le refus de l'aventure. Et toute la série Kaamelott, les 6 livres Kaamelott, les 6 saisons, ça n'est que ça. Ça n'est que le refus de l'aventure. Parce qu'à partir du moment où il y a l'aventure, ils peuvent pas rester à Kaamelott. Ça peut pas rester des plans fixes, ça peut pas rester cette série-là, ça peut pas rester cette suite de micro-scènes comiques, de scénettes où il développe ses personnages, machin, il fait des micro-épisodes de 3 minutes ou de 7 minutes, etc. C'est plus possible. Donc, la vraie histoire du cycle arthurien, ce sera les films, mais les 6 saisons de Kaamelott servent à étendre la base de l'histoire, ces 3 premières étapes. Campbell, Vogler, c'est avec les références que ces 2 auteurs ont créées que Alexandre Astier va fabriquer son propre univers. Ce qu'avait expliqué Alexandre Astier, c'est que lui, du coup, c'était même plus un cercle qu'il avait fait, c'est une espèce de losange. Donc, avec un losange, donc on peut s'imaginer que les cycles, il y a des cycles qui ont disparu, ou peut-être même qui ont été ajoutés, et qu'en fait, dans Kaamelott, il y a plusieurs losanges. C'est-à-dire que il en a peut-être fait un pour chaque personnage de Kaamelott, ou du moins ceux qui sont très récurrents. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas un cycle pour une œuvre. On a plusieurs cycles pour plusieurs personnages qui sont imbriqués dans une œuvre. Arthur vous invite. C'est l'incident déclencheur. Acte 2, il vous explique, mais vous ne comprenez rien. De plus, vous lui cassez les couilles, modèle géant, et il vous exprime son agacement. Pardon. Baissez la tête, baissez un peu, allez-y, paf. Et il répète, ce qui est marrant, c'est qu'il répète des micro-étapes campbelliennes dans les saisons de Kaamelott. C'est-à-dire, par exemple, que l'arc de Guenièvre,
quand elle se fait, quand elle va chez Lancelot et qu'elle y reste, ça suit le cycle campbellien. C'est-à-dire que normalement, Arthur devrait aller sauver Guenièvre. Tout le monde s'attend à ce qu'il le fasse. Et il n'y va pas. Et il ne le fait pas. Refus de l'appel de l'aventure. Au bout d'un moment, il y va. C'est-à-dire l'étape d'après. Il accepte d'y aller. Il part à l'aventure. Et là, il traverse plusieurs étapes du cycle campbellien de façon très rapide et de façon très succincte sur la fin du livre 4. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle l'ombre, le gardien du seuil et le ventre de la baleine. Et ils sont retranscrites quand Arthur il va dans le labyrinthe, quand il croise Lancelot et quand il va sauver Guenièvre avec ses potes. Donc Astier il les connaît ces étapes, il sait qu'elles sont là et il s'en sert quand même pour raconter des bouts d'histoire dans l'histoire. Mais il s'en sert pour raconter des bouts d'histoire qui ne sont pas dans le cycle arthurien, pour faire des bouts d'histoire à lui. Donc c'est ce que je veux dire quand je veux dire qu'il les a intégrés, qu'il les a digérés, qu'il les a intégrés à son écriture, c'est que ça fait partie de lui, ça fait partie de sa façon de construire des personnages, des histoires, etc., y compris ses pièces de théâtre d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose qui va forcément suivre à la lettre parce qu'il en a pas besoin à ce moment-là. Et l'acceptation de l'appel de l'aventure, ce serait la dernière scène du livre 6, quand il retourne à Rome et qui retrouve la robe de mariage de la nana qu'il a épousée, qui lui fait rappeler ce que ça a été d'avoir Excalibur dans les mains pour la première fois quand il était gamin, et qui lui fait reprendre, c'est le début de son acceptation de « je suis le héros de cette histoire, et il va falloir que ce soit moi qui sauve tout le monde ». C'est le début de cette acceptation-là, le dernier plan de la série Kaamelott. Donc il refait le début du cycle. Au-delà de l'épisode Stargate 2, la saison 3 de Kaamelott est vraiment la première saison qui affiche clairement le cousinage avec Star Wars. Dès le double épisode L'Assemblée des Rois, apparaissait Lod Dorkani, un roi sorcier qui, comme les seigneurs Sith de Star Wars, est capable de se défendre en projetant des éclairs. Un pouvoir qui, dans la 5e saison, sera d'ailleurs mis en image de manière bien plus inquiétante et relativement similaire à ce que l'on pouvait voir dans un film comme Le Retour du Jedi. Le Retour du Jedi, d'ailleurs, qui est une nouvelle fois cité par la mise en scène dans La Dispute, l'ultime épisode de la 3e saison. C'est aussi dans cette saison que Perceval et Caradoc sont les héros d'un épisode nommé La Menace Fantôme. Référence plus qu'évidente au titre de Star Wars épisode 1, la première étape de la série de 3 films racontant le destin tragique de Anakin Skywalker, le futur Dark Vador. Des films qui ont visiblement marqué et fortement inspiré l'auteur de Kaamelott, qui à partir de la saison 4 ne cache plus sa source d'inspiration et fait même apparaître un tout nouveau personnage, Méléagan. Et Méléagan, par ses actes ou même sa garde-robe d'ailleurs, fait énormément penser au véritable grand méchant de Star Wars, Palpatine. Alors, Palpatine, Méléagan, qui sont des équivalences forcément, parce qu'il y a plein de points communs entre les deux. Il y a une figure dans le cycle campbellien qui n'est pas forcément le méchant ou qui est titré le méchant, mais qui s'appelle l'ombre, qui est l'épreuve que le héros doit passer pour arriver à l'étape d'après. Et donc c'est Palpatine dans Star Wars, et c'est Méléagan dans Kaamelott. C'est plus un symbole qu'un personnage, et c'est plus une fonction qu'un personnage. Dans Kaamelott, Méléagan, c'est un influenceur, c'est lui qui pousse l'empereur au suicide, c'est lui qui pousse Arthur au suicide, mais il ne tuerait pas Arthur ni l'empereur. Ce serait facile d'aller vers Arthur et juste tu décoches une flèche et on n'en parle plus, quoi. Tu lui coupes la tête et voilà. Ça ne peut pas marcher comme ça. Palpatine ne peut pas se battre contre Luke Skywalker. Et Méléagan ne peut pas se battre contre Arthur. Méléagan et Palpatine ne peuvent être qu'une influence. Ils ne sont que la représentation du mal qu'il y a dans le cœur de certains personnages. Du côté obscur, en fait, on voit que il y a un mentorat, mais en fait, en même temps, on ne divulgue pas toutes les ficelles. On voit clairement dans les films qu'effectivement, Dark Vador ne maîtrise pas tous les éléments et que l'empereur en sait beaucoup plus. Toutefois, si dans Star Wars, l'ombre envahit le cœur de l'élu de la Force, Anakin Skywalker, encore une fois celui qui va devenir Dark Vador, dans Kaamelott, l'ombre touche et affecte plusieurs personnages, comme Arthur, l'élu des dieux, en le poussant au suicide, mais pas seulement. Lancelot, dans Mythe de Star Wars, ce serait plus, de façon déviée, ce serait plus Anakin Skywalker, pour moi. C'est-à-dire un chevalier du bien qui devient un ennemi. Lancelot, il est influencé par Méléagan, mais il n'est pas entièrement mauvais. On sait que, au plus profond de lui, si on trouve les mots justes, ou si on trouve la cause juste, le motif juste, il peut devenir un chevalier du bien qui défendra le faible et qui
et qui fera le bon choix. Il y a quelque part aussi une recherche de reconnaissance chez Anakin, c'est-à-dire que il est l'élève de Obi-Wan, et lui, en fait, personnellement, il juge que lui, il est apte et qu'il a toutes les compétences. En fait, il se retrouve devant un conseil de Jedi qui lui dit non, t'as pas encore toutes les compétences, et en plus t'es un petit peu arrogant, etc. Donc non, voilà, tu dois encore travailler spirituellement, physiquement, etc. pour arriver au bon niveau, quoi. Ce parcours complexe de Anakin Skywalker et Lancelot du Lac n'est d'ailleurs pas sans faire penser au parcours des auteurs de leurs sagas respectives. C'est peut-être aussi ce que reproche aussi Lucas. On retrouve peut-être des reproches de Lucas où lui-même il s'est battu contre les studios et il y avait des gens que lui estimait totalement incompétents et que et lui pensait, voilà, il se disait moi j'ai la bonne idée, j'ai le bon film, je veux aller jusqu'au bout de mon idée, et il se trouvait devant des gens qui comprenaient pas ce qu'il faisait et qui lui dictaient ce qu'il fallait faire. On est un peu dans cette similitude, quoi. Alors, sans virer dans l'idolâtrie d'Astier et sans crier au génie absolu, il y a quand même des liens forts et très étranges entre George Lucas et Astier sur la frustration professionnelle, sur le fait que oui, Astier voulait faire du cinéma et il a dû se résigner à faire la télévision, sur le fait que George Lucas voulait pas forcément faire de la réalisation et que ce qui l'intéressait c'était de créer des trucs, d'inventer des trucs, ce qu'il a continué à faire après l'épisode 4 et à mon avis c'est beaucoup plus éclaté en devenant producteur ensuite et en produisant autre chose que du Star Wars, Apocalypse Now et d'autres trucs. Et ce jeu de miroir entre les carrières des deux auteurs se poursuit et devient toujours plus flagrant avec la saison 6 de Kaamelott. En effet, si George Lucas n'a pas inventé le système de préquel avec Star Wars, c'est clairement lui qui l'a démocratisé. George Lucas, il avait eu l'idée avant, puisque c'est lui qui avait eu l'idée de faire d'Indiana Jones 2 un préquel du 1. Donc c'est une idée qu'il avait, qui était déjà bien dans sa tête. L'idée de faire une prélogie, aussi, ça vient du fait que quand il a créé Star Wars, il était parti sur 9 ou 12 épisodes. Alors lorsque George Lucas a commencé à écrire le scénario de Star Wars et à mettre, en fait, il a pas écrit comme ça d'emblée le scénario. C'est-à-dire qu'il y a eu une longue période de gestation qui a duré peut-être 4-5 ans, au moins. Et lorsqu'il a pu gagner un peu ses galons de réalisateur et décrocher la possibilité de faire un film comme Star Wars, voilà, il s'est dit il faut pas que je me rate parce que sinon je ferai pas de suite. Donc si je veux faire une suite, il faut que le film marche un minimum. Et pour qu'il marche un minimum, si je prends l'histoire dès le départ, ça va être trop long à mettre en place. Et voilà, c'est un peu risqué. Ce que Lucas s'est dit, c'est ok, je vais commencer par le milieu, on est en plein dans l'action. Et comme ça, et je reviendrai plus tard sur la suite de l'action et le début de l'action. Donc d'où effectivement la prélogie. Donc la prélogie, ça permet de répondre à ça. D'où viennent les personnages? Alors on voit pas d'où vient Yann Solo, mais bon, on voit d'où vient Dark Vador, on voit d'où viennent Luke et Leia, tout simplement, d'où vient Obi-Wan, donc Yoda. Bon, on arrive à voir donc leur parcours et qu'est-ce qui les a amenés là. Et je suis sûr qu'il a adoré le parcours d'Anakin et la dynamique entre Anakin et Obi-Wan. Et je pense et ça l'a beaucoup influencé pour travailler la dynamique entre Arthur et Lancelot dans les livres 4, dans le livre 4-5, au moins 3, 4, 5, on va dire. Et je pense que ça va ressurgir un peu, pas forcément de manière visible, au moins dans le premier film. Donc ça permet de voir d'où viennent les personnages, de poser ses bases, et aussi l'histoire. Donc pourquoi on en est arrivé là, pourquoi il faut que l'ordre règne sur la galaxie, voilà. Et donc il y a tout le complot politique qui se dévoile quand même sur les 3 films. La prélogie, c'est la République. Et Rome, c'est quoi? C'est la République. C'est l'Empire à ce moment-là, c'est le Sénat galactique, c'est le Sénat romain. Et d'ailleurs, t'as des sénateurs dans les deux cas. T'as des sénateurs qui sont des vrais personnages. Alors après, c'est toujours des exercices difficiles parce qu'effectivement, il y a ceux qui trouvent ça bien, et puis ceux qui trouvent que la façon dont c'est amené est pas top, ou même que ça nécessitait peut-être pas d'explication d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas avec le livre 6 chez Kaamelott. Le livre 6 chez Kaamelott, il est radicalement différent par rapport aux 5 autres livres. Je parle évidemment de tout ce qui est la partie à Rome et de la jeunesse d'Arthur, et qui est à mon avis très influencé par la prélogie Star Wars, mais aussi à mon avis beaucoup par le Parrain 2. Donc voilà, il va falloir faire une vidéo sur le Parrain et Kaamelott maintenant, t'es dans la merde. mais c'est intéressant parce que le livre 6, il est tellement carré dans l'écriture
que non seulement il ne crée pas d'incohérence par rapport aux 5 autres livres, mais il ouvre l'univers de Camelot, il te l'étend pour donner encore plus de couches, et pour complexifier les personnages, pour mieux les comprendre, et pour leur apporter juste plus de nuances, plus de background, et leur donner une justification à tout ce qu'ils font de façon la plus fluide et naturelle. Et moi, ce qui me tue dans Camelot, c'est à chaque fois de revoir les livres 5 et 6, et le livre 6, parce que, avec la perspective du livre 6, même les trucs les plus cons, les plus bouffons, les plus gratuits des 5 premiers livres peuvent prendre, et c'est pas le cas de tous, mais ils peuvent prendre une perspective émotionnelle ou intellectuelle que tu n'aurais jamais soupçonné lors de leur première diffusion et lorsque tu l'as découvert. Aujourd'hui, l'avenir de Camelot se poursuit au cinéma, mais il aurait pu en être un tout petit peu autrement avec l'étape intermédiaire que devait représenter Camelot Résistance, un projet de série spin-off qui n'a jamais vu le jour et qui devait raconter le destin du royaume après la disparition de Arthur et l'accession au pouvoir de Lancelot qui, accompagné de ses soldats blancs, va traquer les chevaliers de la table ronde. Ce qui n'est pas sans rappeler, une fois de plus, l'univers de Star Wars et le destin du méchant Dark Vador au lendemain du 3e épisode, la revanche des Sith. Oui, donc Vador, en fait, il fait pas mal de choses dans cet laps de temps. Alors il y a des sites, je connais pas la liste en totalité, mais il y a des sites sur internet qui listent un peu tout ça, parce qu'apparemment il fait entre 15 et 25 choses majeures. Bon, forcément, il finit de chasser les derniers Jedi qui traînent encore un peu dans les parages. L'idée, en fait, c'est les Jedi, c'était les ennemis. C'est les seules personnes qui sont capables peut-être de renverser à nouveau la situation. Donc effectivement l'idée c'est de tous les éliminer pour minimiser les risques, pour être sûr que il n'y en a pas un qui va revenir dans 10 ans, 20 ans, qui va ressurgir. Donc c'est une période où les gentils sont en fugue constante et où il y a ce qu'on appelle un phénomène de résistance et où on est dans une situation un peu semblable à la France 140 quand elle est occupée, avec d'un côté les nazis, de l'autre des collabos et des résistants. C'est un truc qu'on retrouve dans plein d'œuvres de Star Wars, plus ou moins canoniques, qui d'ailleurs devait servir, il me semble, pour la série Star Wars Underground, qui était la série que George Lucas préparait avant 2012, avant que Lucasfilm se fasse racheter par Disney. Et quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont dit cette série, niette, jamais on la produira, jamais on la fera. Et le projet de George Lucas, c'était de faire une série en 100 épisodes. Il disait qu'il voulait un style HBO à la Soprano. Va savoir. Et de faire quelque chose de sombre et d'adulte. Et qu'il avait 5 saisons de planifiées, il savait vers quoi il partait, etc. etc. Et ça devait se passer entre l'épisode 3 et 4. Et ça devait nous montrer vraiment le Star Wars adulte et mature qu'il aurait toujours voulu nous montrer, mais qui n'aurait jamais pu le faire au cinéma. Un Star Wars qu'on ne verra jamais et qui ne sera jamais développé par Disney. Mais du coup, c'est intéressant parce que cette série Star Wars Underground, elle répond à la série Camelot Résistance. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire que c'est un entre-deux. C'est un entre-deux qui est censé être plus sombre, qui est censé être plus violent, qui est censé montrer pas les héros principaux. Dans Résistance, il n'y a pas Luke, il n'y a pas Han Solo, il n'y a pas Leila, ce serait que des seconds couteaux. Et c'était aussi le but de Résistance, c'était de montrer tout le monde sauf Arthur, il me semble. Et de montrer à quel point les gentils au pluriel, ils en chient une fois que les méchants sont au pouvoir, et à quel point ça peut être terrifiant, et à quel point les méchants peuvent aller loin. Et donc c'est intéressant de voir que les deux ne se sont pas faites. Cet univers de Camelot qui peut, sans son protagoniste principal, se raconter en hors-champ, en quelques phrases ou en un détail sur le costume d'un personnage, c'est peut-être là l'une des forces de Camelot qui rapproche le plus la série de la saga Star Wars. Tout comme l'imagination des spectateurs a pu s'emballer en quelques plans sur des personnages comme les gardes impériaux ou Boba Fett, au point que des sagas littéraires entières leur soient consacrées, ils sont nombreux les personnages de Camelot à être devenus importants dans le cœur des fans après seulement quelques minutes d'apparition et au mieux quelques répliques, pourtant devenues de véritables cris de ralliement. Fouilleur!
La suite de Kaamelott s'annonce inévitablement en lien perpétuel avec une galaxie lointaine, très lointaine, mais c'est toujours l'épisode Stargate 2 qui revient comme une référence aux yeux des fans quand il faut rappeler les liens entre les deux univers. Et c'est d'ailleurs cet épisode qui a inspiré à Jessica et Eddie l'une des plus belles créations de fans apparues autour de Kaamelott. La BD Kaamelott Star Wars raconte comment les Chevaliers de la Table Ronde vont partir secourir Perceval qui s'est fait enlever par Dark Vador après avoir refranchi le portail dimensionnel. Moi, ce qui m'intéressait du coup, c'était de savoir ce qui s'était passé après. T'as dû en entendre parler de cette fameuse masterclass organisée par Alexandre Astier avec Monsieur Vogler sur la scénarisation. J'y suis allé, j'en ai fait partie de cette masterclass. C'était sur 3 jours à Lyon, c'était génial. C'est là que j'ai rencontré donc Jessica qui a fait la bande dessinée avec moi. Et en fait, j'ai trouvé ça génial que Alexandre Astier en fait fasse venir Vogler en France, que ce soit une initiative de Alexandre Astier. Et pour ça, j'ai voulu le remercier. Donc en fait, j'ai fait cette page. Je me suis dit, et qu'est-ce qui pourrait se passer après cet épisode? Parce que ça cut, ça coupe, et puis après on sait pas. Si les fans de Star Wars ont reconnu dans l'épisode de Kaamelott l'épée appartenant à Luke Skywalker dans le Retour du Jedi, les auteurs proposent de ne pas se fier aux apparences et placent leur aventure dans un tout autre contexte. Dans notre esprit, c'était pas celle de Luke, parce que si c'était celle de Luke... l'histoire aurait été complètement différente. Non, on est parti sur complètement autre chose. C'était peut-être aussi une manière aussi de surprendre les lecteurs, parce que s'ils s'attendaient à voir Luke, non, on est parti sur autre chose. L'intrigue se passe au moment où Dark Vador fait la chasse aux Jedi. Donc après l'Ordre 66, où les Jedi sont pris en chasse par l'Empire, et donc ça arrive à cette période. Après une première aventure de 10 pages, les auteurs ont vu leur vie professionnelle et familiale changer du tout au tout, et n'ont plus vraiment eu le temps de poursuivre leur travail sur Kaamelott Star Wars. Mais une fin existe, et il n'exclut pas de revenir prochainement à ce projet. Tout à fait. Il y a une fin, ça a été une BD qui a été écrite pour, j'ai envie de dire, 3 tomes environ. Donc effectivement, il y a une fin, mais ça reste un espoir. Cette bande dessinée Kaamelott Star Wars est à l'image du destin incroyable que connaît Kaamelott depuis sa première diffusion. Une œuvre à part dans la pop culture française. Et même s'il serait un petit peu simpliste de surnommer Kaamelott le Star Wars français, le fait est que l'œuvre de Alexandre Astier, entre l'engouement qui l'entoure, l'empreinte qu'elle a laissée sur son public, le potentiel infini de son univers et l'indépendance de son auteur, n'est pas sans rappeler la saga galactique de George Lucas. Et si vous êtes d'accord avec ça, ou pas du tout d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en profite au passage pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés ici, mais également sur les différents réseaux sociaux, mais vous êtes également de plus en plus nombreux à passer par le Utip et le Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors encore une fois, un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.